à Nouvelle Donne, on a voulu d'ailleurs créer un pôle de société pour s'appuyer sur le travail remarquable que font les associations. Et moi, je dirais à titre personnel, je disons, d'un travail un petit peu en association entre ce qui se fait sur le terrain et les partis. Il y a souvent une espèce de méfiance entre les associations, et une méfiance réciproque entre les associations et les partis politiques. Les associations ne voulant pas dire qu'ils soutiennent tel parti, les partis ne voulant pas être, disons, récupérés aussi par des associations. Je pense que les deux doivent travailler ensemble, hein, et je rêverais effectivement d'un monde où les partis, en fin de compte, se feraient les porte-paroles du travail remarquable qui se fait au niveau des associations de terrain. Donc bienvenue à Tchèque qui va nous parler en premier du climat, je pense essentiellement. Pierre Larouturou nous parlera ensuite, et puis on fera des questions dans la salle après les deux interventions. Je remercie Nouvelle Donne de m'inviter et de me donner la parole. J'ai accepté d'autant plus facilement que, en tout cas, Nouvelle Donne est un mouvement politique qui prend vraiment la question climat au sérieux. C'est pas un petit point anecdotique au détour d'un programme chez vous. Ça, j'apprécie. C'est vraiment un des grands axes du travail que vous faites publiquement, de vos expressions publiques, et je pense que vous avez justement donné l'exacte mesure de ce thème. Moi, je vais parler alors là en citoyen lambda, parce que je suis ni scientifique, ni spécialiste climatologue, ni économiste, etc. En fait, je suis vraiment le citoyen lambda de la rue. Je n'ai pas eu d'études théoriques, etc. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par ma pratique militante et ma pratique professionnelle. Et le militantisme climat dans lequel je m'inscris, c'est pas, en fait, à la base, je suis pas tellement, je suis pas écolo, par exemple, à la base, et je pense que je suis plus motivé par l'intérêt, l'avenir de l'humanité, et c'est ça, en fait, qui me motive le plus dans cette bataille du climat. Moi, au plus loin que je me souvienne dans mon engagement, mon ressort, ça a toujours été, au début, la justice sociale, vraiment ce truc de justice, je pense que c'est ça qui me guide. Et depuis quelques décennies, où petit à petit j'ai pris conscience de certaines choses, c'est la justice sociale dans le respect des limites de la planète. Ce qui pour moi était guidé par un devoir de responsabilité et de solidarité, à la fois géographique et chronologique ou temporel, c'est-à-dire géographique à l'égard de toutes les autres parties du monde. On a connu ici un modèle de développement dans les pays occidentaux qui s'est largement construit sur l'exploitation éhontée des ressources des pays du tiers-monde notamment, et notre niveau de vie enfin, on a une dette énorme par rapport à ces pays, par rapport à ce qu'on a pu leur faire, leur piller, leur dévaster leur environnement et leurs équilibres sociaux et économiques. Et également un devoir de solidarité et de responsabilité par rapport aux générations à venir. Moi, et quand je dis à venir, celles qui sont déjà là, parce que la question du climat, c'est vraiment une question de comment va être configuré le monde dans les 20 ans à venir. Donc ça concerne évidemment les gosses qui vivent aujourd'hui et dans quel monde ils vont vivre et qu'est-ce qu'on est en train de leur fabriquer comme monde. Donc c'est vraiment ça qui me guide. Donc à partir de là, tout d'abord, je vais essayer d'expliquer simplement. L'autre difficulté que j'ai, c'est que cette année-là, j'ai donné au moins 3 conférences à Pau, entre Alternative à le sommet de Pau, etc. Du coup, je ne me rappelle plus ce que j'y ai dit, et je me dis, putain, tu vas répéter des trucs, etc. Là, je vais essayer de faire très simple et d'expliquer justement de mon point de vue de citoyen lambda les grands enjeux de mon engagement climat. Et tout d'abord, et si on parle climat, on parle évidemment de COP21, ça a été le moment. Et là, juste dire très rapidement, je ne vais pas m'étendre, on pourra y revenir si vous voulez dans les questions, mais je l'ai déjà développé ça dans la dernière conférence que j'ai fait à Pau.
être certain d'une chose, c'est que la COP21 n'a pas sauvé le climat, et loin de là. Et ne nous a même pas garanti ou protégé contre l'emballement du climat et l'emballement prochain du climat. Bien sûr, il y a des objectifs très beaux dans l'accord de Paris, maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degrés, mais les engagements qui ont été pris par les États dans le cadre de cet accord de Paris, eux, nous conduisent à une augmentation, non pas de 1,5 ou de 2, mais de plus 3 degrés. Et ça, s'ils étaient tous respectés à 100%, ce qui évidemment ne va pas être le cas. Et donc, on va plutôt être vers 4-5. Ça a l'air de rien, tous ces petits chiffres, on dirait qu'il va faire plus chaud dehors, mais il ne s'agit pas du tout de la température qu'il va faire dehors. En fait, au-dessous de 2 degrés déjà, on commence à vraiment ce qu'on appelle les mécanismes d'emballement du climat, où le climat, le changement climatique s'auto-alimente de lui-même et devient une machine incontrôlable. Et le problème, évidemment, et c'est pour ça que je suis un militant du climat, c'est que si on perd la bataille du climat, on perd tous les autres. Ne pensez pas que dans un monde livré au chaos climatique, on aura à cœur de défendre la démocratie, la justice sociale, la biodiversité sera un combat perdu d'avance, la faim, la soif, la paix, ça c'est des choses qui vont passer à la poubelle si on arrive vraiment à sauter dans les niveaux d'emballement climatique. Donc, pour moi, c'est quand même la mère de toutes les batailles, en ce sens que si on la perd, on perd les autres. Et qu'elle se joue, qu'elle se perd les années qui viennent, c'est-à-dire les 10 à 15 ans qui viennent. Une fois que vous avez dépassé le seuil d'emballement climatique, vous ne pouvez pas rejouer cette bataille. Ce n'est pas comme la bataille des retraites, de la loi travail, de la démocratie. C'est là où vous les perdez. Mais à la faveur de notre rapport de force historique, vous pouvez les regagner. Mais la bataille du climat, on la joue qu'une fois, et c'est en ce moment. C'est notre génération qui en a la responsabilité. Donc ça en fait une bataille différente. Et du coup, aujourd'hui, être conscient que l'accord de Paris ne règle absolument pas ce problème qui est crucial, qui est pour notre espèce et pour les autres, et en plus de ça, l'absence totale de moyens concrets d'arriver aux objectifs qui sont proclamés dans l'accord. Donc, si on était ici à Pau, notamment en avril dernier, pour essayer de perturber gravement le sommet des compagnies pétrolières, c'est tout simplement parce qu'il n'y a rien dans l'accord de Paris qui empêche ces compagnies pétrolières de continuer 3 mois après la COP21 de se réunir pour essayer de voir comment ils vont aller forer, explorer plus loin, plus profond, en mer et en eau profonde et ultra profonde, plus de gaz, plus de pétrole, alors qu'on sait que déjà toutes les réserves connues, actuelles et accessibles, si on en utilise plus d'un tiers, on pète les 2 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, il faut laisser sous le sol 80% des réserves connues actuellement de gaz, de charbon, de pétrole, bon, une moyenne générale, qui se décline différemment selon les produits. Et 3 mois après la COP21, les principales compagnies pétrolières du monde se réunissent à Pau pour essayer de voir comment on va trouver de nouvelles réserves. Donc là, il y a forcément quelque chose qui ne va pas, en tout cas pour mon esprit cartésien. Ce cas est terrible, en plus, c'est que c'est vraiment une question de volonté politique. Et ça sera également au moment de la fin, la question du débouché politique, mais parce qu'on n'est pas devant un problème où on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On sait exactement ce qu'il faut faire pour sauver le climat, pour éviter de franchir les seuils d'emballement du climat. On a les solutions. Et ces solutions, et ça je veux vraiment insister, c'est pas principalement, c'est pas essentiellement des solutions technologiques. Ce sont des solutions politiques ou des choix de société. Et ça c'est très important parce que ceux qui veulent rien changer à ce système nous font croire qu'ils essayent de combattre le changement climatique et ils le font en essayant de trouver des solutions technologiques qui leur permettent de continuer à faire fonctionner cette société exactement comme maintenant, mais en trouvant des trucs techno qui permettent de réduire un peu les émissions de gaz à effet de serre de telle chose ou telle chose. Alors là, et je prends
toujours le même exemple, donc si vous m'avez déjà vu dans les conférences que j'ai données cette année à Pau, et je suis désolé pour les compagnons d'Emmaüs qui se sont tapés tous les voyages quasiment, je donne toujours cet exemple parce que pour moi c'est le plus parlant. Je donne toujours le même exemple qui est le plus parlant, c'est l'histoire. Bon, je parle sans micro? Non, mais c'est là. Non, regarde, tu peux appuyer sur le bouton. Ah, pardon. Là, ok. Et donc, c'est l'histoire de la voiture. Donc, la voiture, le poste des transports, c'est un gros poste d'émission de gaz à effet de serre. D'ailleurs, c'est un de ceux qui augmente beaucoup. Et donc, on nous sort, Ségolène Royal est spécialiste de ça, voilà, la solution, c'est la voiture électrique. Bon, or, ce n'est pas du tout la solution. D'abord parce que, évidemment, une voiture électrique, elle n'émet pas ou très peu de gaz à effet de serre. Sauf que l'électricité, elle n'est pas tombée du ciel dans sa batterie, elle a été produite ailleurs, et selon les manières dont elle a été produite, elle est, pour la fabriquer, on a émis beaucoup de gaz à effet de serre. Et puis pour fabriquer cette voiture, on a émis beaucoup de gaz à effet de serre. Et puis pour fabriquer les routes et les parkings, etc., qui vont avec, on a émis beaucoup de gaz à effet de serre. Le problème aujourd'hui, c'est pas que les voitures roulent à l'essence. Bien sûr que c'est un problème. Mais le problème, c'est qu'on a, pour se déplacer en France aujourd'hui, besoin d'une voiture pour 2 habitants, vieux et bébés compris. Il y a aujourd'hui 32 millions de voitures en France. Non mais c'est la folie quoi. Et c'est ça notre appareil de mobilité en France. Vous imaginez les pays comme la Chine, l'Inde, qui n'ont aucune raison de ne pas vouloir nous suivre sur le même modèle, s'ils s'équipaient et d'ailleurs la Chine est sur un peu cette course-là, autant que nous. J'ai fait le calcul là, enfin j'ai chopé les chiffres sur Google. Aujourd'hui, si la Chine s'équipait autant que nous, ça lui ferait 550 millions de voitures supplémentaires à avoir, c'est-à-dire la moitié du total des voitures actuellement en circulation dans le monde. Rien que la Chine. Et je ne parle pas de l'Inde, qui est bien plus en retard. Donc c'est vraiment un modèle complètement insoutenable. On ne pourra pas avoir le minerai, l'énergie pour fabriquer ces voitures, les routes qui vont avec, etc. On va faire péter la planète. Et donc à partir de là, nous, on ne va pas dire « Ah ben nous, on continue comme ça, et puis vous, vous démerdez autrement ». Non, forcément, aujourd'hui, il faut des modèles qui puissent s'appliquer partout. Et du coup, appliquer la justice sociale dans le respect des limites de la planète. Et la justice sociale pour tous. Et un niveau de vie digne pour tous et toutes. Du coup, à partir de là, c'est là que je dis que ce ne sont pas des solutions technologiques, ce sont des manières de reconsidérer les choses, de réorganiser tout. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en matière de transport et de mobilité? C'est d'abord réduire drastiquement cette mobilité. Aujourd'hui, on va de plus en plus loin, de plus en plus partout, on veut aller de plus en plus vite, etc. Et il faut revenir sur tout ça. C'est pas normal. L'autre jour, sur le débat de la LGV, je lisais un courrier des lecteurs de quelqu'un de Bordeaux qui disait « Ah ouais, mais vous comprenez, moi, mon fils, il travaille à Paris, et du coup, ça me fait 3 heures de train tous les jours, aller, retour, etc. Ça me bouffe la journée, etc. » Mais je me disais « Mais oui, mais ce qu'il y a d'anormal, c'est que tu demandes une LGV pour qu'ils mettent plus que 2 heures pour y aller au lieu de 3 heures. Et pas que tu te poses la question, mais est-ce que c'est normal de continuer à habiter à Bordeaux quand on travaille à Paris? Et là, il faut revenir les pieds sur terre et reprendre le sens des choses. C'est pas normal de faire 500 km par jour pour aller au boulot. Voilà. Et il faut revenir à ces fondamentaux là. Et donc, il faut relocaliser nos vies. Relocaliser les endroits où on... Et là, évidemment, sans être aussi caricatural, mais il faut rapprocher les lieux de travail, de vie, de courses, d'écoles, etc. Et il faut relocaliser également l'économie pour diminuer drastiquement les besoins de transport de marchandises qui sont énormes aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, donc ça, on le voit, c'est un choix de société, ce n'est pas une question de technologie. Le deuxième point, après, c'est d'augmenter l'efficacité de ce qu'on fait. Aujourd'hui, une part énorme des camions roulent à vide.
Mais en Suisse, par exemple, depuis qu'ils ont mis l'écotaxe, ça fait des années qu'ils l'ont mis, je vous assure que là, les camions, ils se démerdent pour rouler dans les deux sens à plein, parce que pour payer moins de kilomètres par marchandise. C'est évidemment développer le transport collectif, les bus, etc. Nous, chez nous, sur la côte basse, par exemple, c'est ultra sous-développé. Et évidemment, toutes les pratiques de covoiturage, de partage, etc. Donc, augmenter l'efficacité. Et en dernier recours, tout ce qui reste à assurer comme besoin de mobilité, le faire avec des modes doux, chaque fois que possible. On peut développer à bloc le vélo. Aujourd'hui, le jour, dans les villes, la moitié des trajets en automobile se font sur moins de 3 km. Et la moyenne de transport de personnes, c'est 1,3 personnes par voiture. Donc on voit bien que la moitié des transports pourraient se faire en vélo ou par d'autres modes de transport. Évidemment, également, le développer à bloc le fret non routier, maritime, SNCF, etc. Alors qu'on est en train de faire exactement le contraire. On est en train de démanteler le fret SNCF en France. C'est incroyable. Et évidemment, après ce qui reste, le faire avec des véhicules électriques ou beaucoup plus sobres en carburant, etc. Donc c'est ça. Grosso modo, ce que je viens d'expliquer, c'est un peu le triptyque de Négawatt, qui est sobriété, efficacité, renouvelable. Et dans cet ordre, on ne commence pas à développer du renouvelable. On commence d'abord par réduire les consommations d'énergie, à augmenter l'efficacité, et en fin de course, on voit, tiens, est-ce qu'on va faire des panneaux photovoltaïques, des ceci, des cela, etc. Et ça s'applique, cette logique-là, sobriété, efficacité, renouvelable, elle s'applique partout dans l'énergie, comme le scénario Négawatt. Le scénario Négawatt, je pense que vous le connaissez, c'est un scénario qui est fait par un ensemble d'ingénieurs et qui est vraiment très très pointu. Ils sont en train de l'actualiser là, qui montre qu'en fait, un pays comme la France, avec les technologies actuellement maîtrisées, pourrait complètement réduire drastiquement sa consommation de pétrole, gaz, charbon, de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050 pour être dans les clous de la lutte contre le changement climatique, tout en sortant du nucléaire à l'horizon 2025. Et il le prouve, et il prouve en même temps que c'est énormément de créateurs d'emplois à travers tout le territoire et d'emplois non délocalisables. Donc ça. L'autre grand exemple, et il faudrait que quelqu'un me signale le temps, il reste combien? Entre 5 et 10. D'accord. L'autre grand exemple, qui montre un peu que ce n'est pas un choix technologique, mais vraiment des choix de société, c'est ces questions de partage du travail et des richesses. Alors, nous, au niveau d'ici, on est vachement engagés dans toutes les batailles qui sont liées à ça. Alors, on avait mené bataille contre le travail le dimanche, contre le recul de l'âge de la retraite, pour un revenu maximum autorisé. Et actuellement, on est à fond dans les mobilisations contre la loi travail. Et des fois, les gens nous disent, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le climat? Mais ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Pourquoi? Et ça, on l'explique donc régulièrement. C'est parce qu'en fait, il y a deux manières de combattre le chômage et la pauvreté. Il y en a une qui est incompatible avec le climat et il y en a une qui est compatible avec le climat. Celle qui est incompatible avec le climat, c'est dire, pour donner un emploi à tout le monde et puis pour augmenter le niveau de vie de tout le monde, on va augmenter la production globale et donc le travail pour produire cette production. Donc, on aura augmenté la taille du gâteau, la production, et donc on pourra en distribuer plus aux plus pauvres. Et puis, on aura augmenté le travail qu'il faut pour faire cette augmentation de production, et du coup, on pourra donner du boulot aux chômeurs. Bon, ça c'est un raisonnement, sauf que ce raisonnement, il est impossible, il est idéologique. Quand on dit, vous les extrémistes, c'est idéologique, moi je dis, non, moi je ne suis pas du tout extrémiste, moi je suis quelqu'un de bon sens, j'ai les pieds sur terre, je ne me sens absolument pas extrémiste. Par contre, ceux qui sont extrémistes pour moi, c'est les Juppé, les Sarko, les Le Maire, les Hollande, les Valls, les Macron. Pourquoi je les trouve extrémistes et idéologiques? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on consomme, c'est une manière de parler, 1,5 planète par an au niveau mondial. Nous, Français,
ou américains, ou etc., occidentaux, on va dire, beaucoup plus. Hein. Nous, au niveau de l'Hexagone, on est à 3 planètes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire consommer 1,5 planète? Ça veut dire qu'en fait, au bout des 2 tiers de l'année déjà, eh bien, on a déjà consommé, produit, rejeté tout ce que la planète peut fournir de renouvelable ou peut absorber comme déchets. Ça veut dire qu'à partir de là, on puise dans le stock où on rejette des choses qu'elle ne peut pas absorber et du coup, on dérègle le climat. Donc on est déjà à 1,5 planète. Donc vous voulez, vous, augmenter la taille du gâteau, c'est-à-dire produire plus, donc rejeter plus de gaz à effet de serre, et du coup, aller à 1,5, 2, etc. On n'a qu'une planète. Donc ça, c'est des schémas d'utopistes, d'idéologistes et d'extrémistes. La seule possibilité qui est climato-compatible, mais qui est compatible, disons, avec la justice sociale et les limites de la planète, c'est de baisser la taille du gâteau, d'abord du gâteau global, il faut qu'on revienne à une planète, c'est d'en changer la répartition, que ce soit entre le nord et le sud, et puis à l'intérieur de chaque pays ou continent, et puis d'en changer la recette aussi. Donc là, en fait, je suis trop long. Ouais, donc, qu'est-ce que ça veut dire changer la recette? Je vais essayer d'accélérer un peu quand même. C'est que, je vais prendre des exemples. Un frigo, voilà, les gens d'Emmaüs vous le diront, je pense, et avant, mais il tenait 20 ans. Moi, en tout cas, chez moi, dans mon appart, j'ai un frigo qui date, en tout cas, je pense qu'il n'est pas loin des 20 ans. Et bien aujourd'hui, dans les recycleries, dans les trucs comme Emmaüs, moi, ce qu'on me dit, c'est que la moyenne d'âge des frigos qui sont jetés, qui ne marchent plus, etc., c'est de 5 à 7 ans. Et vous me corrigez hein, si j'exagère, mais c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Et bien dans une société qui fabriquerait non pas des trucs faits pour durer le moins longtemps possible, mais pour durer le plus longtemps possible, on fabriquerait des frigos, et bien, avec moins de gâteaux, moins de revenus, vous serez plus riche. Parce que moi, vous pouvez me réduire mon revenu de 2, mais si j'achète avec ça un frigo de 20 ans, eh bien, je suis plus riche qu'avec mon revenu entier, où je dois acheter un frigo tous les 5 à 7 ans. Ça, c'est mathématique. Et donc c'est pour ça que je dis changer de recette. Du coup, là, évidemment, contre toutes ces questions de plus de collectifs, transport collectif au lieu de la voiture individuelle, ou habitat partagé, où on a en commun des pièces, des choses, et en plus avec les nouvelles technologies aujourd'hui, on peut de plus en plus collectiviser l'usage des choses, avoir avec les sites de prêt d'objets, que chacun n'achète pas sa perceuse, son service à fondu, etc., mais qu'on se les prête entre voisins, etc. Et comme ça, non seulement on augmente notre niveau de vie à tous, on réduit l'empreinte écologique globale de la communauté, en plus on développe du lien social, de l'entraide et de la responsabilisation entre les gens. Donc, c'est ça que j'appelle le changer de recette. Et en plus, tout ça, tout ce que je suis en train de décrire là, et je ne parle pas là du recyclage de... Emmaüs vous racontera les monceaux de déchets, de restes, de ceci, de cela, qui ramassent tous les jours, etc. Des choses toutes simples qui existaient avant, qui reviennent aujourd'hui en Allemagne, il y a toute une industrie de la consigne. Tout est obligé. Aujourd'hui, c'est de plus en plus obligatoire d'avoir les choses à consigner, les bouteilles, etc. Et voilà. Donc ça devient une industrie. Et tout ça, la réparation, le recyclage, etc., fabrique à fond d'emplois non délocalisables et décentralisés, c'est-à-dire tout autour du territoire. C'est pas comme une centrale nucléaire ou une grande mine à charbon où on fait venir les travailleurs dans un endroit, on les fait partir de là où ils habitaient. Non, là c'est partout, tout autour. Cette histoire évidemment de frigo, très rapidement, bien sûr, la contradiction, et c'est pour ça que ça ne vient pas tout de suite à l'idée des capitalistes, c'est que si vous fabriquez des frigos qui durent plus longtemps, eh bien, vous aurez moins de travail. Et du coup, avec la logique actuelle, vous aurez plus de chômeurs. Sauf si vous rentrez dans des logiques de partage du travail. Et ça, je laisserai Pierre Laroutifou en parler beaucoup mieux que moi. Mais aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura le partage du travail, et puis il y aura des secteurs dans une logique de reconversion qui vont demander beaucoup plus de main-d'œuvre. Si vous reconvertissez l'agriculture industrielle
en agriculture paysanne, il vous faudra beaucoup plus d'emplois. Nous, on a fait en Pays Basque, nord, côté français, Bissy, on a fait Bissy a fait une étude très sérieuse menée par un ingénieur spécialisé en questions industrielles, où on a essayé de voir concrètement une politique climatique ambitieuse sur notre territoire de 300 000 habitants, combien elle créerait d'emplois. Et on les a listés, c'est une description assez détaillée. Eh bien, on est à quasiment 10 000 emplois climatiques créés. Il faut savoir que le Pays Basque Nord, aujourd'hui, compte 15 000 demandeurs d'emploi de catégorie A. Donc, avec une politique climatique ambitieuse, rajoutée à une politique de réduction, de partage du travail, le problème du chômage, on l'a résolu. Est-ce qu'il faut augmenter la taille du gâteau pour combattre la pauvreté? Est-ce que mon raisonnement est incompatible, par exemple, avec une revendication comme la revalorisation du SMIC? Ben non. Je vais prendre un seul exemple, c'est l'économiste Jean Gadret qui le chiffre. Donc moi je ne suis pas économiste, hein, je lui fais confiance, c'était un des économistes de la commission Stiglitz, montée par Sarkozy. Il fait le calcul suivant. Si demain on passe SMIC brut à 1 700 €, ça correspond à 21% d'augmentation et ça représente pour la France 15 milliards d'euros à verser. Il compare ça à un autre chiffre. Les bénéfices non réinvestis dans les entreprises, essentiellement des dividendes, c'est 100 milliards, donc chaque année. Voilà. Donc vous voyez que pour combattre la pauvreté, vous n'avez pas besoin d'augmenter la taille du gâteau. Vous avez besoin de le répartir différemment et puis d'en changer la recette parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas de l'ordre de distribuer du pouvoir d'achat, mais de changer les modes de vivre, de consommer, de produire, de se déplacer, d'habiter, qui font qu'avec moins d'argent ou autant, on vit beaucoup mieux. Ce que j'ai expliqué juste avant. Et là, pour finir, deux choses. En fait, d'abord les grands principes, c'est-à-dire c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi les grandes priorités pour arriver à changer un minimum l'état des choses, la société, l'évolution des politiques, de manière à au moins éviter le pire, c'est-à-dire l'emballement climatique. Et bien c'est tout un tas de choses, et qu'on connaît toutes. Donc je vais en lister quelques-unes, et ce n'est pas une liste exhaustive, parce qu'il me faudrait plus de temps, mais des choses qui se raccrochent à l'actualité au moins, immédiate. C'est tout d'abord un devoir d'opposition et de résistance. Quand c'est la survie de l'espèce, quand c'est le chaos climatique qui sont en jeu, il faut, chaque citoyen, chaque communauté a le droit, a le devoir de résister et de s'opposer. Alors notamment à tout ce qui accélère cette fuite en avant et cette course vers le précipice. Et là, notamment, il y a les grands projets imposés inutiles, cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes, l'autoroute A45 qui va le faire du côté de Lyon, etc. etc. Vous avez un forum sur les grands projets inutiles imposés qui va se passer à Bayonne le 15 septembre. Ici, il y a des affiches, hein. Il y aura une traversée cycliste là, qui va rejoindre ce forum et qui passe par ici. Ça, ce sont des luttes, et notamment en ce temps d'actualité par rapport à Notre-Dame-des-Landes, ultra importantes. L'autre résistance, c'est de combattre l'extractivisme, ce qu'on a fait avec le sommet de Pau. Aujourd'hui, il faut dire, mais ça suffit, il faut laisser 80% des énergies fossiles sous le sol. Et donc, évidemment, ne pas aller en chercher de nouvelles. Et du coup, ça va être une des grandes luttes des années à venir, et qui est en train de se développer à travers le monde. Et là, avec un corollaire qui est en train de marcher de mieux en mieux, qui est la grande campagne de désinvestissement des énergies fossiles, qui est notamment appuyée par l'organisation internationale 350.org et beaucoup d'autres, et qui commence à avoir de gros effets sur la réorientation des investissements qui quittent le secteur des énergies fossiles pour aller vers des secteurs compatibles avec le climat. Et il y a toutes les logiques et les pactes de dérégulation qui cassent un peu
tout ce qui protégeait encore, qui limitait la casse ou la vitesse avec laquelle on allait. Et là, je pense notamment aux pactes transatlantiques comme le TAFTA et le CETA, qui sont vraiment des enjeux, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais par rapport au climat. Et évidemment, donc j'en ai parlé, la loi travail, et ainsi de suite. Bien. Après, il faut un grand plan de transition. Et ça, à l'échelle de l'Europe, et puis également des plans de transition régionaux. Et après, il faut se poser la question de les financer, ces plans de transition. Et quand je parle plan de transition, sur la production, l'énergie, l'aménagement du territoire, le logement, l'agriculture, la consommation, etc. Et il faut les moyens de financer. Et là, bon, je pense que Pierre Laboutureau abordera notamment ces questions-là, mais il y a effectivement comment on développe un grand fonds pour financer cette transition sur les décennies à venir, comment on crée de nouvelles ressources, avec notamment des choses comme les contributions climat, énergie, etc. Comment on utilise aussi de nouveaux outils comme les monnaies locales, etc. pour appuyer des politiques d'investissement écologique et de reconversion à l'échelle des territoires. Et il y a également le changement d'échelle des alternatives, et ça on peut tous quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de fort quand même, c'est qu'à tous les niveaux, on a des alternatives. Et maintenant, la question pour moi, c'est de les faire changer d'échelle. C'est-à-dire vraiment de se donner des objectifs ambitieux pour chacune d'entre elles. Je vais en citer qu'une, c'est Enercop. Il y en a beaucoup d'autres. Mais Enercop, aujourd'hui, il y a en France un fournisseur d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable, c'est-à-dire qui est fabriqué à partir de moyens renouvelables, hydroélectriques, solaires, éoliennes, etc. Et que nous tous, on peut avoir dans nos maisons, en 5 minutes, moi qui suis vraiment une logne au niveau papier, j'ai quitté EDF et je suis à Enercop, et je sais que maintenant, toute ma consommation d'électricité, Enercop la met dans le réseau à partir de renouvelables, et comme c'est une coopérative militante, qui est organisée en plus de manière décentralisée au niveau des régions, elle, après, elle développe de l'emploi au niveau de chaque région. C'est-à-dire que la consommation de chaque région va développer des outils de développement renouvelable au niveau des régions. Et donc là, aujourd'hui, on est 30 000, je crois, elle passe à Enercop. L'objectif maintenant, c'est 150 000. À 150 000, ça devient une force économique et ça pourra faire des pas suivants, etc. Maintenant, c'est notre devoir à tous de commencer à vraiment plaider pour que dans son appartement, dans son commerce ou comme ça, on passe à Enercop. Et enfin, donc je m'arrête de lister ces grandes choses-là, mais je vais juste finir, et ça sera la conclusion, par un peu le travail de réflexion qu'on est en train de mener dans BICI aujourd'hui. BICI, on s'est créé en juin 2009, et donc ça fait 7 ans d'activité à un rythme assez fort. Localement, mais également ces 3 dernières années, on a développé pas mal de choses un peu partout. Et on a fait vraiment dans l'Hexagone et même dans certains coins d'Europe de boulot. Et là, on s'est dit, il faut qu'on prenne le temps vraiment de faire le bilan de tout ça et puis de réfléchir à la période qui vient, de la stratégie qui vient, nos priorités stratégiques, notre réorganisation, etc. On s'est donné 6 mois pour ça, jusqu'à la fin octobre, parce qu'on veut être prêt pour la prochaine séquence qui s'ouvre notamment en mai 2017 avec les présidentielles. Et j'espère que Pierre me fera démentir, mais nous, on s'attend au pire. Et on s'attend à une période vraiment où on ne sortira pas la tête de l'eau pendant très longtemps. Et du coup, on veut vraiment profiter de la période actuelle, où pourtant on est bien speed quand même, pour se réorganiser et définir bien nos stratégies. Et donc, nous, dans ça, on a listé plusieurs choses, plusieurs outils, plusieurs priorités stratégiques qui correspondent chacun, d'après moi, à une partie de ce qu'il faut faire pour être efficace sur le climat. Alors, j'ai parlé du changement des échelles des alternatives, donc là, c'est tout le volant alternative, Alternativa, promotion des alternatives, et puis les développer. Nos militants sont investis dans les alternatives locales, comme l'atelier vélo Chirindola, la monnaie locale SCO, on collabore avec la Chambre d'agriculture alternative, plein de choses comme ça, et on va essayer de développer ça de plus en plus. Les alternatives, la relocalisation, etc. L'opposition au grand projet inutile et imposé. Alors évidemment, avec notamment
chez nous la lutte contre le projet de voie nouvelle LGV. Également là, on veut nous mettre des mines d'or sur une partie de la côte basque. Là aussi, il y a un mouvement qui s'organise pour dire non à ça. Et après, le développement de l'action non violente. Ce qu'on fait avec Action non violente COP21, avec l'histoire des chaises. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, ils ont condamné un lanceur d'alerte, Antoine Delcourt, qui avait dénoncé le scandale de l'organisation de l'optimisation fiscale par le Luxembourg, et ils viennent de le condamner. Nous, on avait lancé ces histoires de réquisition de chaises qui ont posé des débats, qui ont forcé la BNP notamment à se retirer des îles Caïmans, et on pense que ce sont des actes comme ça qui vont petit à petit accélérer le cours de l'histoire, comme le McDo de Millau a accéléré le cours de l'histoire dans un autre domaine, et qu'il faut en poser des actes comme ça de rupture. Et d'ailleurs, donc au sujet de la campagne des chaises, on a un militant, John Palais, qui va passer en procès. Ça sera le premier faucheur de chaises qui sera jugé, et ça sera le 9 janvier à Dax, et on va faire de ça une très très grande mobilisation nationale, où il y aura des personnalités nationales et européennes, et on en fera le procès de l'évasion fiscale. Pendant 6 mois, là, on va batailler pour vraiment en faire un rendez-vous central et retourner le procès en procès, non pas des faucheurs de chaises, mais de l'évasion fiscale. Après, l'autre chose aussi qu'on creuse, c'est nos alliances, et notamment nos alliances avec les mouvements qui a priori ne sont pas écolos, mais qui sont au plus près des secteurs les plus vulnérables ou les plus attaqués de la population. Et nous, on a 2 sujets de réflexion qu'on veut creuser. On a une alliance avec un syndicat qui est la confédération ouvrière la plus importante en Pays Basque, qui existe qu'en Pays Basque Sud, et on veut essayer de voir dans les années à venir comment on va faire plus de travail et plus de collaboration avec elle, et notamment cette histoire d'études d'emploi climatique, on l'a faite avec elle, et on va essayer de développer d'autres choses comme ça, en essayant vraiment de faire un front commun avec ce syndicat qui est très très important chez nous. Il a 100 000 adhérents. Et l'autre partenaire, il est d'ici, c'est Emmaüs Lescar. Nous, on a travaillé de plus en plus ces dernières années avec eux. C'est quelque chose qui nous a amené beaucoup. Et du coup, là, dans la phase de débat qu'on ouvre, on va essayer de réfléchir à justement toute cette collaboration avec ce truc que nous, on trouve extraordinaire. Et ce truc, pardon, mes compagnons, cette communauté. C'est OVNI, ce village. Et du coup, on va essayer d'en tirer des leçons et d'essayer de voir un peu par rapport à l'avenir comment on peut essayer, nous, de notre côté, de faire des propositions pour renforcer ce partenariat, pour voir qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble et essayer de creuser ça de notre côté et venir vous en discuter quand on aura les idées un peu claires, et en espérant que vous en ferez de même. Et enfin, et je finirai là, vraiment, c'est, bon, là, avec la loi NOTRe, en fait, c'est créé en Pays Basque, est en train de se créer une EPCI unique, c'est-à-dire une intercommunalité qui va regrouper toutes les communes du Pays Basque, répondant en ça à un besoin historique de cadre institutionnel pour le Pays Basque Nord qui n'en avait pas du tout. Et donc nous, là, on va faire tout un travail de formation et de réflexion de comment on va utiliser ce nouveau cadre, cette communauté, cette intercommunalité XXL, qui aura beaucoup de compétences liées à la transition énergétique, transport, économie, logement, déchets, etc., etc. Et pour essayer de définir une espèce de projet global pour notre territoire, pour un territoire en transition, et essayer là de préparer dès maintenant des propositions qu'on va porter avant les élections municipales de 2020, et pour avoir vraiment une stratégie d'accélération et de changement du cours des choses dans le mandat qui suivra, c'est-à-dire 2020-2026. Et ça nous amène à la question de l'interpellation du politique et à la question politique tout court, parce que, évidemment, dans toute cette réflexion, on a un vrai souci, c'est
Mais quel débouché politique? Et c'est pas pareil de lutter contre la loi travail quand vous avez un débouché politique, c'est-à-dire de vous dire, même si vous perdez dans la rue, il y a quelque chose qui traduira tout ce travail, toute cette énorme énergie qu'on est en train de mettre dans ces manifs, ces occupations, etc., en cassant la gueule politiquement et électoralement au pouvoir qui vous a infligé ça, ou quand vous n'avez aucun débouché politique, ou que vos débouchés politiques, c'est l'extrême droite comme ça. Et ça, c'est un sacré problème. Et voilà. Et du coup, ça, je vous laisse le soin de le résoudre. Bon, merci à Tchetch. Tu peux revenir quand tu veux, répéter la même chose, il n'y a aucun problème. Tu peux nous rappeler l'urgence et la responsabilité, et puis surtout le faire, pas simplement le faire, entre guillemets, pas simplement le dire, mais le faire, c'est-à-dire ce que tu fais, ce qui doit nous inciter, nous aussi, à faire au quotidien.